vous dire tout mon plaisir, toute ma joie d'être de nouveau aujourd'hui parmi vous, de retrouver Valérie, Thierry et tous les amis d'Amset Génétique, d'être auprès de vous les patients. Ce contact avec vous est extrêmement important pour nous chercheurs. Je serais vraiment très très heureuse d'essayer de vous montrer ce qu'on essaie de faire dans notre équipe. Et puis je voudrais aussi saluer le chemin parcouru depuis 766 et les incompris du médical. Alors j'aimais pas trop ce titre, hein. Je m'étais un petit peu inscrite en faux, même si j'en comprends bien le sens, mais je m'étais un peu inscrite en faux. Et aujourd'hui, c'est vraiment avec émotion que je salue ton parcours et le fait que tu aies réussi à intituler maintenant l'association Union Nationale. Je pense que c'est vraiment quelque chose de fantastique. Quand tu me l'as annoncé, j'étais vraiment tout à fait impressionnée et très heureuse de cette évolution. Je vais vous présenter notre projet qui s'intitule « Comprendre pour guérir » et qui porte sur les formes rares des syndromes d'Ehlers-Danlos. Donc, au cours des différents projets de notre collaboration menée ensemble, Valérie m'a demandé à plusieurs reprises des titres attracteurs pour essayer de faire passer le message auprès des patients. Et vraiment, celui-ci, c'est celui que je préfère. Comprendre pour guérir, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Et je l'aime beaucoup. Donc, ça me fait vraiment plaisir de le montrer. Le travail a été réalisé dans l'équipe que je co-dirige au sein d'un institut de recherche à Nancy qui s'appelle IMOPA et qui est localisé sur le campus de la faculté de médecine. Que Valérie visitera bientôt. Et puis ce travail est aussi réalisé en très étroite collaboration avec Francisca Malfait et Tim Van Damme et Madame de Papé du Centre de génétique médicale de Gand. Nous travaillons sur les mécanismes d'assemblage des matrices extracellulaires et de leurs principaux composants qui sont principalement deux types de molécules, les glycosaminoglycanes et le collagène. Alors pour comprendre comment ces matrices sont assemblées, il faut comprendre comment elles sont fabriquées. Et ceci se fait par l'intermédiaire de petites machineries protéiques qu'on appelle des enzymes et qui permettent la fabrication, la biosynthèse de ces constituants matriciels. Alors surtout, ce qu'on essaie de comprendre, bien sûr, en relation avec votre pathologie, c'est la manière dont elle dysfonctionne donc au cours de différentes maladies, notamment les maladies des tissus conjonctifs et plus spécifiquement, bien sûr, le syndrome d'Ehlers-Danlos. Alors à terme, évidemment, hein, l'objectif, c'est de trouver des stratégies thérapeutiques, des stratégies d'ingénierie moléculaire et cellulaire qui soient les plus astucieuses possibles et qui puissent venir en aide dans la prise en charge des patients. Donc, bien sûr, les SED, ce sont des atteintes principalement des tissus conjonctifs. Comme le disait la lettre de la secrétaire d'État, ces tissus conjonctifs représentent une partie extrêmement importante de nos organismes puisqu'ils forment le cartilage, la peau, les parois des vaisseaux sanguins, des viscères, les muscles, les os. Donc, c'est assez énorme. Et donc leur particularité, ce qui est important de savoir, c'est donc qu'ils sont riches en matrices extracellulaires. Donc la matrice extracellulaire, hein, comme son nom l'indique, donc c'est tout ce qui entoure la cellule. Deux composants principaux. Le collagène, c'est la molécule que vous connaissez le mieux, donc qui forme des fibres en réseau. Mais il y a un autre type de molécule qui est très importante, qui se trouvent au sein de ces fibres, ce sont les protéoglycanes. Et ce sont ces molécules qui nous intéressent plus spécifiquement. Donc ces protéoglycanes sont constitués d'une chaîne d'acides aminés, donc une chaîne protéique, et sur laquelle sont greffées des chaînes de sucre. Donc les sucres, qui sont des molécules apparentées au glucose, hein, qu'on connaît bien. Donc ce sont des chaînes de sucre. Et comme tous les sucres, elles sont très avides d'eau. Et donc elles sont capables d'absorber une grande quantité d'eau.
elles forment un gel. Et donc c'est ce gel qui permet, qui donne à la matrice certaines de ses propriétés biomécaniques, donc essentiellement l'élasticité et la résistance aux forces de compression. C'est particulièrement le cas dans le cartilage ou dans la peau. Donc voilà, ça ce sont les composants de la matrice. Alors comment sont-ils fabriqués? Pour ce qui est des protéoglycanes et du collagène. Donc les chaînes peptidiques sont codées par l'information génétique qui se trouve au niveau du noyau. Et puis donc, à l'intérieur de la cellule, des enzymes de biosynthèse viennent rajouter les sucres ou maturer le collagène. Et donc les composants matriciels sont ensuite excrétés. Et pour ce qui est des protéoglycanes, certains protéoglycanes se retrouvent à la surface de la cellule et ils ont un rôle important dans les signaux de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Voilà rapidement un petit peu le contexte. Alors bon, moi j'aime bien montrer les images parce que je trouve que c'est des belles images et quand on voit ça, on voit un petit peu toute la richesse de l'organisation de nos organismes. Vous voyez les fibres de collagène là-bas, les agrégats d'agrécanes, donc de glycosaminoglycanes, qui sont vraiment des molécules magnifiques. Vous savez, le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est un problème d'architecture matricielle qui est donc dû à des défauts de synthèse et de maturation des protéines matricielles, comme je viens de le dire. Donc principalement, ce qui est le plus connu, différents types de collagène et enzymes de modification. Et puis d'autres protéines importantes qui sont en train d'être découvertes, dont on ne sait encore pas bien par quel mécanisme elles agissent sur la synthèse et la maturation du collagène. Et puis les enzymes de biosynthèse des protéoglycanes. Et moi, je vais vous parler de ça, donc des enzymes de biosynthèse des protéoglycanes, donc les machineries, les petites machines qui fabriquent donc les molécules sucrées de la matrice extracellulaire. Et donc qui ont deux rôles. D'une part, un rôle dans la structure de la matrice, c'est ce que je venais de vous dire, et ils forment un gel, on peut dire ça grosso modo, mais très important, on est en train il y a des papiers qui sortent dans la littérature et on est en train d'essayer de mettre en place ce travail avec Francisca. Il semble que ces protéoglycanes aient aussi un rôle direct sur l'assemblage des fibres de collagène. Et donc, on a une interaction très proche entre tout ça. Il faut bien comprendre que tous ces composants ne sont pas isolés. Tout ça interagit. Et donc, s'il y a un défaut dans l'un des composants, on va avoir un défaut dans l'autre. On va avoir tout l'ensemble du tissu qui va dysfonctionner. Donc, c'est important quand on travaille sur une partie, en fait, on travaille un peu sur tout. On ne travaille pas sur quelque chose de séparé. Pour notre part, on travaille sur des formes rares de syndrome d'Ehlers-Danlos, donc qui sont dus à ces défauts de fabrication des protéoglycanes et de leur chaîne de sucre, donc qui, comme vous le voyez, s'accompagnent d'une symptomatologie sévère. Ce sont les images qui nous ont été fournies par Francisca et que nous avons publiées dans un premier papier en collaboration. Donc ces formes sont à transmission autosomale récessive et vous voyez qu'elles ont un tableau clinique qui est sévère, avec un spectre allant des 7 pléiotropiques jusqu'aux dysplasies squelettiques. Donc, je vais revenir à nos glycosyltransférases, dont les gènes sont affectés lors de ces syndromes d'Ehlers-Danlos rares. Donc, on revient au protéoglycane, qui est donc formé d'une protéine, ce que je vous disais, le squelette polypeptidique, et puis les chaînes de glycosaminoglycanes, donc qui sont représentées par ces petits symboles. Donc, ce sont toutes des molécules qui sont dérivées de sucre. Donc, on a la protéine et la chaîne de sucre. Donc là, on retrouve la protéine ici. Et donc, les chaînes de sucre s'élaborent étape par étape, sous l'action, vous voyez, assez complexe, coordonnée de toutes ces petites machines enzymatiques qui ont des actions bien spécialisées, qui viennent rajouter l'une après l'autre chaque unité de sucre. Et donc, quand on a une de ces enzymes qui est mutée,
qui possède un défaut génétique, la chaîne s'arrête. Et donc vous voyez, j'avais montré les grandes chaînes de sucre. La synthèse ne peut pas s'effectuer. Donc on a une molécule qui est plus du tout, on a un constituant matriciel qui est plus du tout fonctionnel. Donc c'est très important. Et donc l'équipe, notamment de Francisca et d'autres équipes, ont découvert des mutations pratiquement pour toutes ces enzymes. Donc c'est rare, mais finalement c'est pas si rare que ça. Donc voilà, donc pour notre part, on va travailler sur celle-ci, donc une qui travaille dans les étapes précoces de la synthèse et donc qui est mutée, qui s'appelle la bêta-3-galT6. C'est pour une galactosyltransférase. En fait, elle transfère un galactose sur un galactose. Et j'aime bien prendre cette petite représentation. En fait, ces enzymes travaillent un petit peu comme ça, un petit peu comme des ouvriers qui seraient très spécialisés, très compétents et qui rajouteraient un sucre sur l'autre. Et donc, il faut que ces enzymes fonctionnent très, très précisément parce qu'elles doivent être capables de choisir le bon sucre. Elles ne peuvent pas prendre n'importe quel sucre. Il faut que ce soit le bon sucre qui se mette derrière. Donc, tout ça est complexe et dès que ça dysfonctionne, évidemment, c'est très problématique. Voilà. Le projet Comprendre pour guérir, c'est quand même un vrai défi. C'est essayer de mieux comprendre et de mieux prédire la relation entre un défaut génétique qui est identifié en amont et le type de symptomatologie et sa sévérité. Et ça, c'est un vrai défi parce que ça pose un problème. On a eu de nombreuses discussions avec Francisca et Tim. Ça pose un véritable problème. On n'arrive pas bien à comprendre pourquoi la mutation d'un gène donné va produire telle symptomatologie, pourquoi plutôt une dysplasie squelettique, pourquoi plutôt un SED, et pourquoi des choses plus sévères ou moins sévères. Donc c'est un peu tout l'enjeu de notre travail. Essayer de comprendre ça pour essayer d'apporter des solutions derrière. Si on n'a pas compris, c'est difficile d'apporter des solutions. Donc l'identification des défauts génétiques se fait à Gand et nous essayons de comprendre donc de cerner, de disséquer les conséquences des défauts génétiques qui sont identifiés sur la fonction de l'enzyme, sur l'assemblage de la matrice et donc sur le comportement cellulaire. On essaie de comprendre toutes les anomalies qui découlent du défaut génétique au niveau de la cellule. Et donc notre modèle d'étude, c'est essentiellement des fibroblastes, donc des cellules qui sont issues, qui sont isolées à partir de biopsies, de dermes de patients atteints. Donc ça nous donne une idée globale comment fonctionne la cellule, comment dysfonctionne la cellule. Et puis on utilise aussi des enzymes recombinantes pour essayer d'aller plus au niveau moléculaire. Donc on va regarder, je vais essayer de vous présenter ça un petit peu rapidement, l'activité de l'enzyme, le taux de synthèse donc, des glycosaminoglycanes, l'expression des différents types de glycosaminoglycanes. Pour regarder un peu le comportement cellulaire, on regarde les propriétés migratoires et puis on commence à regarder la maturation du collagène, c'est ce que je vous disais, essayer de comprendre les interactions entre ces protéoglycanes et le collagène. Et je pense que c'est une piste extrêmement importante qui mériterait réellement, si c'est possible, d'être soutenue. C'est vraiment une piste importante. Et puis donc, de manière complémentaire, pour essayer de trouver des solutions, on essaie de restaurer, on essaie de réexprimer l'enzyme normale, donc à partir d'un gène non muté, dans les fibroblastes de patients. On essaie de voir si on arrive à restaurer, récupérer la matrice. Ça, c'était simplement à titre d'introduction le premier travail qui avait été fait donc, dans le cadre du projet que Valérie avait baptisé donc Espoir, dans lequel Francisca avait découvert un nouveau gène, celui de la bêta-3-galT6 muté dans les SED. Donc ça, c'était donc ce premier travail. Donc je vous ai déjà montré un petit peu les photographies des enfants. Et donc simplement pour vous montrer, les mutations donc, touchent des acides aminés qui sont conservés entre les espèces. Et donc cette conservation indique qu'ils sont importants pour la fonction de l'enzyme et ils sont
tous localisés dans le domaine catalytique, c'est-à-dire dans le domaine fonctionnel, dans le domaine qui est responsable de l'activité enzymatique. Au cours des dernières années, on s'est intéressé à de nouvelles mutations. Donc, l'équipe de Francisca a identifié 11 nouveaux patients, donc avec un spectre clinique qui est plus étendu que ce qu'on pensait au départ. Et donc, le challenge est de plus en plus d'essayer de comprendre comment s'explique ce spectre clinique à partir de mutations finalement d'une même enzyme, des mutations souvent au niveau du domaine catalytique, et comment on a un tel spectre un tel spectre clinique. Ça, c'est vraiment le défi. Parmi ces 11 patients, on en avait 3 plus un échantillon de fœtal pour lesquels les fibroblastes étaient disponibles, et c'est sur ce matériel que nous avons travaillé, et le travail est quasiment terminé. On est en train de travailler à la rédaction avec... Oui. La première question, les défauts génétiques, ces défauts génétiques, donc ces nouveaux défauts génétiques, hein, qui sont aussi pour la plupart localisés. Alors oui, j'ai un petit peu mal décrit. Ils sont pour la plupart localisés aussi dans le domaine catalytique, hein, c'est les croix, donc ça c'est des mutations ponctuelles. Il y a, ça c'est la séquence de la protéine. Hein. Il y a des mutations ici qui sont intéressantes parce que c'est dans une région qu'on appelle la région tige, et puis il y a des mutations qu'on appelle non-sens et qui cassent le cadre de lecture et qui vont produire une protéine tronquée. Donc on a vraiment des choses qui sont qui semblent assez rédhibitoires pour l'activité enzymatique, mais on va voir ce qu'il en est exactement. Donc le but, c'est de savoir quelles sont les conséquences au niveau de l'activité de l'enzyme en premier lieu. Donc ces défauts affectent-ils l'activité de l'enzyme? Ça, c'est des essais qu'on appelle in vitro, donc en tube à essai. On va ajouter les substrats de l'enzyme, on va regarder le produit de la réaction. Alors on peut travailler, comme je vous le disais, sur les fibroblastes d'herbe de patient. Et là, on va avoir une idée de l'activité globale, à quel point elle est déficiente ou non. Et puis on essaie de travailler aussi sur l'enzyme recombinante, donc c'est-à-dire sur l'enzyme isolée, ce qui va nous permettre d'avoir une idée sur les conséquences d'une mutation donnée, une seule mutation donnée sur l'activité de l'enzyme. On va pouvoir disséquer vraiment les conséquences au niveau moléculaire. Là, ça a été un résultat assez intéressant et impressionnant. Vous voyez que dans ces patients, on n'a quasiment plus aucune activité enzymatique. Donc c'était un peu ce qu'on pouvait prédire à partir des séquences. On a vraiment une activité enzymatique qui est extrêmement réduite. On passe du tube à essai à la cellule. Donc on cultive les fibroblastes de patients dans des boîtes de pétri. Et puis on va sur ce matériel, on va regarder si ces cellules sont capables, donc ce sont les cellules issues des patients, hein, si ces cellules sont capables ou non de fabriquer les chaînes de glycosaminoglycanes, donc les chaînes de sucre. Alors, je ne vais pas aller dans les détails, je ne vais pas monopoliser la parole, mais notre technicienne, donc financée par Amset Génétique et notre équipe, a miniaturisé un essai pour essayer de regarder ça, qui peut devenir un peu un essai de screening. Le seul problème, c'est que c'est basé sur la radioactivité. Ça marche bien en laboratoire. On a miniaturisé, ce qui permet de faire pas mal d'échantillons. Et donc, en comptant la radioactivité associée au glycosaminoglycane, on a une idée du taux de synthèse de glycosaminoglycane. Donc ça, c'était les premiers résultats. On avait un patient qui était extrêmement déficient, donc avec une synthèse de glycosaminoglycane, alors à la fois une activité très faible et une synthèse de glycosaminoglycane très, très faible. Et là, dans ce patient, on a essayé de restaurer l'activité. Hein, c'est important. Donc, ce qu'on a fait, c'est du transfert de gènes, hein, assez basique, en utilisant l'électroporation, donc du gène de la bêta-3-galT6 qu'on a cloné dans un vecteur. Et puis, on a regardé si on pouvait réexprimer la protéine. Donc, on voit que la protéine est présente. L'activité, c'est encore quelque chose qu'on doit faire. Et on a une restauration partielle. Hein, on a 20 à 30% de restauration. Alors, c'est peut-être pas énorme. C'est encore relativement modeste, mais ça peut suffire déjà à améliorer les choses.
Mais bon, c'est des choses qui doivent être encore améliorées. Je pense il faut changer de méthode de transfection, etc. Il faut utiliser d'autres méthodes. Mais bon, ça valide un petit peu la preuve de concept, ça apporte un petit peu la preuve de concept. Ça, ce sont les échantillons donc, nouveaux avec les nouvelles mutations. Et vous voyez, donc, quand on compare, hein, ça c'est les contrôles et ça par exemple c'est l'enzyme muté. Contrôle enzyme muté, contrôle enzyme muté. Vous voyez que les patients sont extrêmement déficients en GAG. Mais on a quand même, ce qui est assez étonnant, malgré l'activité vraiment non détectable, on a quand même une petite synthèse. Donc c'est, je pense, ce qui permet aussi quand même un tout petit peu de matrice d'être synthétisée. Et on ne sait pas trop quand même comment ça peut se faire. Est-ce qu'il y a une autre enzyme qui prend en charge? Est-ce qu'il y a une compensation, etc. Ça, on n'a pas trop, on ne sait pas encore. On essaie d'aller plus en détail sur la nature des gags cellulaires. Et on regarde en particulier, je vous ai dit que les glycosaminoglycanes étaient présents dans la matrice extracellulaire, mais ils sont également présents au niveau donc, de la surface de la cellule. Et c'est très important parce que ces molécules assurent la transmission, enfin contribuent à la transmission du signal de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Ils assurent le contrôle du comportement cellulaire par la matrice extracellulaire. C'est extrêmement important. On a souvent séparé cellules et matrices. C'est totalement, c'est un dogme. Il faut vraiment comprendre que le signal vient de la matrice et va vers l'intérieur de la cellule. Et donc ces molécules contribuent à ça. Vous voyez, on a un beau marquage péricellulaire dans les contrôles. Et par contre, vous voyez que chez les patients, c'est dommage, on voit peut-être pas trop bien. Ici, c'est mieux. On n'a plus que des petits patchs comme ça, des petits points. Et donc, on imagine bien que ce signal va être déficient. Et donc, par exemple, la cicatrisation, les signaux de cicatrisation vont être affectés au cours du développement également. C'est certainement en partie ces déficits qui expliquent les malformations embryonnaires, ou même par la suite les malformations squelettiques. Donc l'assemblage, le phénotype cellulaire, on travaille sur des tests de cicatrisation, donc on regarde on fait une brèche dans le tapis cellulaire et on regarde le comblement de la brèche pour regarder les capacités migratoires. Ça donne un peu une idée de la capacité de migration des patients, de cicatrisation des patients. C'est réducteur ce que je dis, mais bon voilà. Et donc on a un petit peu une idée. Et puis ça, c'est le travail que Francisca et Tim font. Vous voyez très bien que les fibres de collagène les fibrilles de collagène sont désorganisées comparées au contrôle. Donc tous ces défauts au niveau de la biosynthèse des protéoglycanes affectent la structure du collagène. Et ça, c'est très important. C'est vraiment vers ça qu'il faut qu'on continue à travailler. Donc en conclusion, nous avons identifié de nouvelles mutations du gène de la bêta-3-galT6. En fait, c'est Francisca et Tim qui ont fait ce travail, provoquant un spectre clinique qui semble beaucoup plus étendu. Et c'est un défi de continuer à comprendre pourquoi. Nous avons montré que ces mutations affectent fortement l'activité et causent un grave défaut de fabrication des protéoglycanes. C'est ce que je vous ai montré. Et donc, ce défaut de synthèse des protéoglycanes produit une altération de l'organisation du collagène et des défauts de cicatrisation. Donc, la question, c'est comment corriger ces anomalies. Donc on essaie de mettre en œuvre des techniques de transfert de gènes au minimum pour essayer d'apporter une preuve de concept. Et puis on essaie de développer aussi des chaperons moléculaires, des petites molécules qui pourraient aider à protéger la fonctionnalité de l'enzyme par des techniques de criblage. Ça c'est encore un petit peu lointain, mais c'est une approche. Donc on continue autant qu'on peut. On essaie donc. C'est important, je pense, il faut savoir qu'il faut comprendre les bases moléculaires. Les techniques de séquençage ont énormément progressé. Elles permettent d'identifier de nouvelles mutations. Et je dirais que
c'est presque devenu, enfin pas pour l'hypermobile, mais c'est devenu presque trivial maintenant. Mais là, tout le défi, tout l'enjeu est de comprendre ensuite quelles vont être les conséquences d'un défaut génétique sur la structure du tissu. Et c'est ça tout l'enjeu de nos recherches et des recherches de nombreuses autres équipes. Donc en particulier, j'en ai parlé à plusieurs reprises, le rôle des protéoglycanes dans la fibrillogénèse, dans l'assemblage des fibres, des méthodes diagnostiques, c'est un petit peu ce qu'on a fait en miniaturisant notre essai, et donc des nouvelles approches thérapeutiques. Et puis je voudrais remercier mon équipe qui est assez formidable. Donc la jeune fille Anne Robert, qui est technicienne et qui est financée par Amset Genetics, c'est vraiment une aide très importante en ces temps difficiles pour la recherche. Et vraiment, je vous en remercie chaleureusement pour elle et pour nous. Isabelle Bertin-Young, qui est ingénieure, qui travaille également en partie sur ce projet. Sandrine Gulberti, qui est maître de conférence dans notre équipe, qui m'aide beaucoup à coordonner tout ça. Et Xiaomeng Pang a travaillé beaucoup sur ce projet en collaboration avec Francisca, et on est en train d'écrire son manuscrit de thèse et son manuscrit. Merci Valérie, merci Thierry, merci à vous tous, associations et patients. On a besoin de vous. Et donc, merci à tous de votre attention.